L'actualité économique en République démocratique du Congo était riche en couleurs et nous sommes là pour en parler. C'est donc votre magazine Kiosque Eco. Nous avons retenu au menu deux sujets. Principalement, nous parlerons de ce discours du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au Forum économique qui s'est tenu à Bruxelles. Nous parlerons également du taux de change avec l'appréciation du franc congolais. Quelles sont les retombées ou l'impact sur le prix de biens et services, mesdames et messieurs? Merci de rester fidèles. Nous ne sommes pas seuls. Comme d'habitude, je reçois pour vous des analystes, mais des journalistes qui apportent leur pierre à l'édifice. Avec eux, nous allons commenter cette actualité. Je m'en vais présenter Monsieur Bienvenu, Bakoumania. J'aime bien rimer avec vous. Bienvenue. Merci, merci. Ça fait un temps que vous nous avez manqué. Vous êtes de retour. On était en dehors du pays pour des raisons de travail. Et on est revenu avec force parce qu'on a emmagasiné un peu d'énergie. Et c'est aussi l'occasion pour moi de dire qu'aujourd'hui, nous avons enterré l'éminent professeur Paul Malembe. C'est comme ça que vous nous voyez en noir. Très bien. Alors, il y a tellement de choses à dire sur les sujets retenus. Nous allons présenter les très fidèles Amédée Moirabou, qui est toujours présent, disponible. Bienvenue à vous. Merci. Bon retour à toi aussi. Merci beaucoup. Et Eric Izami, bienvenue. Merci. C'est de plus en plus, on remarque la participation régulière. On en profite pour dire merci. L'invitation, chacun de nous est appelé à apporter la petite pierre pour que l'on puisse bâtir ce beau pays qu'est la République démocratique du Congo. Très bien. Alors, deux fois pour le présenter, je manque le mot. Je vais quand même me permettre de le dire tel que je le sens. Gardidiana, expert, journaliste à Zumeko, bienvenue. Merci Guichou. Alors, j'ai longtemps fait office de ta place, donc heureux de te retrouver. Très bien. Permets-moi également de faire clin d'œil à deux amis qui sont dans les démêlés judiciaires. Je pense à Gauthier Sey et à Achille Kadima, qui pour de raisons de l'exercice de leur travail sont aujourd'hui devant la justice. Je me pose la question sur le rôle du CESAC. Pourquoi ne pas commencer par là avant d'amener l'affaire au pénal directement? J'espère que ça s'aidera mieux parce qu'on croit encore à cet état. J'imagine que le ministre de la Communication et Médias suit de très près la situation. Et nous allons démarrer avec la première question qui vous est adressée d'ailleurs. Monsieur Bienvenu Bakoumania, c'est ce discours du chef de l'État, un discours tellement commenté sur la toile et même les réseaux sociaux. Il y a eu beaucoup à dire, assez d'encre de salive. J'aimerais vous arracher déjà votre analyse. Comment vous l'avez apprécié, ce discours? Ce discours, moi je pense que même si on s'est fait la guerre, ça se termine toujours autour d'une table de négociation. Et le président de la République a pris la posture. Il a anticipé sur les événements en tendant la main à son homologue rwandais, Paul Kagame. Parce que finalement, et ça on ne le dira jamais assez, et depuis le début de son mandat en 2019, le président Tshisekedi a toujours tendu la main, a toujours voulu que la République démocratique du Congo et le Rwanda se mettent dans les affaires ensemble, exploitent les ressources naturelles ensemble. Finalement, le président ne veut pas que la prédation puisse continuer. Le président de la République ne veut pas que les pillages qui s'accompagnent des tueries et des massacres des populations puissent continuer après 31 ans je parlerai même de ces génocides des Congolais pour des raisons économiques. Donc aujourd'hui, le président de la République qui voit venir, qui pointe à l'horizon avec toutes les négociations qui sont en train de se dérouler actuellement, Doha, Washington et particulièrement Washington, le président de la République a vu ça et il s'est dit pourquoi ne pas se mettre déjà d'accord avant d'aller signer devant les puissants médiateurs américains. Est-ce que cette tribune était bien choisie? Il faut en parler. C'était un forum économique. Toutes les tribunes, on doit le dire. Mais justement, vous le dites, c'était un forum principalement économique. Et la coopération que le président de la République veut proposer au Rwanda, a toujours proposé au Rwanda, c'est économique, éminemment économique. Donc cette question de main tendue a une connotation éminemment économique. Parce que c'est de l'anticipation dans les accords qui vont venir, c'est de l'anticipation dans la coopération que les deux pays vont avoir, à l'instar de la France et de l'Allemagne, qui sont aujourd'hui les moteurs de l'Union européenne. Très bien. Alors, Amédée Moirabou, entre les lignes, est-ce qu'on peut voir une sorte de changement des positions sur le plan diplomatique, ces discours du chef de l'État? D'abord, j'aimerais répondre à votre question quand vous dites que est-ce que c'était les lieux choisis pour tendre la main pour la paix à Paul Kagame? Il faut savoir que Global Gateway, c'est une initiative européenne
qui cherche à mobiliser jusqu'à 300 milliards de dollars et investir dans des projets à travers le monde et notamment en Afrique. Et ces projets-là, c'est évalué à plus ou moins 150 milliards juste pour l'Afrique. Donc, vous voyez que c'est un forum où le président de la République était devant des partenaires économiques stratégiques. Or, pour faire les affaires, notre pays doit être en paix. Et donc, c'est là qui justifie justement cette main tendue du président de la République. C'est vrai, vous me dites que l'Union européenne voulait venir qu'on fasse la paix et qu'on fasse les affaires. Mais regardez chez moi, je n'ai pas encore la paix. Voilà pourquoi, et comme le président Paul Kagame était dans la salle, c'était le moment tout à fait indiqué pour dire à son frère africain que voilà, est-ce qu'on ne peut pas arrêter? Ça fait 30 ans qu'on tue les Congolais dans la partie Est. Ça fait 30 ans qu'on pille. Dès son avènement, le président avait proposé d'ailleurs même des partenariats économiques au Rwanda. Vous vous souvenez des Rwandais, vous vous souvenez, il y avait tout un tas de programmes économiques entre la RDC et les Rwandais. Mais le Rwanda n'a pas saisi la main tendue par le président de la République et il a voulu continuer par cette prédation, par le pillage de nos ressources. Donc, c'était le lieu effectivement. Donc pour vous, choisi. Ce n'est pas un changement de position? Non, ce n'est pas un changement. Le président, dès son avènement à la tête du pays, il a dit qu'il était un homme de paix et voulait faire la paix et il a cherché à faire la paix avec tous nos 9 voisins, y compris les Rwandais. Voilà. Gardi Diana, on a vu un président de la République pas très serein lorsqu'il tenait ce discours. Félix-Antoine Tshisekedi, s'il faut consulter l'histoire, dans la plupart de ses discours, pouvait se tenir droit en indexant le Rwanda, en parlant avec beaucoup plus de vitalité. Ici, on voit plutôt quelqu'un qui réclame une négociation. On parle ici de la main tendue, d'ailleurs qui a été interprétée comme, par plus d'une personne comme un aveu, de faiblesse. Quelle est votre lecture? Une question à laquelle je m'attendais déjà, ça me permet de retourner dans ma spécialité de la com politique pour vous rappeler, je ne sais pas, dans l'analyse sémiologique de ce discours, je ne sais pas quel mot vous parlez de faiblesse parce que, permettez-moi de fixer le contexte. Le chef de l'État est dans la zone européenne où il a réussi par sa diplomatie à obtenir beaucoup de sanctions contre le Rwanda, qui a presque dérangé son économie. Il était venu pour faire la même chose. Il y a eu une contrepartie, il dit « J'étais venu pour faire un lobbying pour des sanctions, mais je peux le mettre des côtés s'il accepte de faire la paix. » Dans l'analyse sémiologique, c'est quelqu'un qui donne une porte issue de sortie à quelqu'un d'autre. C'est ça l'entendement de son discours, surtout de cette improvisation-là. Quand vous parlez de la sérénité, je ne sais pas, peut-être question de posture. À mon entendement, ça résulte du fait qu'il est sorti de son discours construit. Certains parlent d'une opération de séduction. Non, c'est pas... En fait, dans son entendement, parce que l'analyse d'un discours, c'est vrai, il y a la lettre, mais il y a l'esprit de celui qui est en train d'émettre ces contenus-là. Dans son entendement, c'est l'idée de dire je peux encore continuer à accélérer sur ces processus d'obtenir des sanctions contre le Rwanda, regarde ce qui se passe, mais je suis moi prêt à m'arrêter si on peut trouver la solution et faire une paix des braves. En fait, il présente un élément de contrepartie, et avec raison parce que je rappelle, c'est vrai que le Rwanda aujourd'hui s'est beaucoup recentré sur l'opinion américaine, mais au niveau européen, parce qu'il sait qu'à ces niveaux-là, il a subi quelques pertes. À ces niveaux-là, beaucoup de sanctions qui ont presque affecté son économie. Donc il était sur un terrain de prédilection pour lui, et il estimait qu'en face de lui, il avait des partenaires, et donc il a utilisé sa posture comme monnaie d'échange. Maintenant, quand on parle de position des faiblesses, je comprends l'opinion, c'est la résulte avec la plupart de ses déclarations. Je rappelle, c'est vrai que la parole du chef est lourde de sens, mais il y a une différence entre faire des déclarations belliqueuses et prendre des postures belliqueuses. En matière de droit en État, les positions belliqueuses, c'est dès lors que vous convoquez le Parlement pour faire une déclaration de guerre. Ce qui n'a jamais traversé l'esprit et n'est jamais arrivé dans les intentions. Dans les discours, je sais que c'est quelqu'un de sanguin, moi je n'ai jamais arrêté de le dire. Si vous me demandez à moi, j'aurais préféré que le chef de l'État soit moins parlant, moins intimidant dans son discours, mais en fait c'est lui, il a l'habitude de le faire, c'est aujourd'hui ce qui lui vaut justement ces jugements-là. Mais dans l'analyse sémiologique de ces discours-là, vous verrez qu'à aucun moment il a fait avec de faiblesse. Il a plutôt utilisé un monnaie d'échange pour pouvoir obtenir au-delà de ça. Et en plus, pour chuter, un élément de plus. Il sait aussi qu'aujourd'hui, depuis un certain moment, il y a un débat de sourds qui est entre les deux États.
il veut se servir de la tribune de l'Union européenne pour réengager une discussion directe avec son homologue, parce qu'il sait qu'en dehors de ce cadre-là, dans le cadre déjà établi, notamment comme Doha et Washington, ils sont déjà, j'ai envie de dire, séparés. Ils attendent l'issue de Doha, mais pour le chef de l'État, il y a lieu, parce qu'il croit encore dur comme fer, qu'aujourd'hui, Kagame garde encore la main et qu'il suffit qu'il donne une instruction pour que les choses s'arrêtent. Parce que Kinshasa était prêt. Aujourd'hui, on dit la libération des 700 prisonniers. Mais en contrepartie de quoi? C'est ça la grande différence. Alors, entre-temps, Éric Izami, il y a un accord qui attend être signé, un accord d'intégration économique qui doit se signer entre les deux pays. Est-ce que la situation qui prévaut aujourd'hui entre la RDC et le Rwanda favorise la signature de cet accord? Alors, je voudrais d'abord commencer par apaiser notre opinion, qui risquerait de croire que non, même les journalistes sont achetés pour simplement dire que le chef de l'État... Achetés par qui? Par les politiques. On peut toujours encenser les chefs de l'État, même quand celui-ci passe pour être celui qui a été faible. Apaiser la population, pourquoi? Les degrés d'intégration d'informations est différent. Parce que le chef de l'État, c'est lui qui a la marmite. Ceux qui ont souvent l'habitude de nous suivre, nous parlons de 3 P. La paix, pour créer notre pain, et puis penser au progrès. Mais moi, je pense d'ailleurs que le président Tshisekedi a été très sage. Pourquoi? Jusqu'avant son avènement au pouvoir, à la tête de la RDC, notre narratif avait quand même eu du mal à pouvoir être entendu, surtout sur les terres européennes là. Et là, il s'est retrouvé dans la capitale européenne, Bruxelles. Alors il dit, pour moi, que non, voici la condition sine qua non qui manque pour que vous autres puissiez vraiment venir avec l'argent, les capitaux frais, pour pouvoir relancer les choses chez nous, entre autres. Mais moi, je suis prêt à pouvoir aller vers la paix, justement. Et c'est comme ça que je m'ouvre à mon frère. Et c'est comme ça que notre population devrait comprendre cela. Ce n'est pas un aveu de faiblesse, non. Ah ben, Kofi Olomide va nous faire rire, il dit, système à kung fu, au bout gauche, au bout à droite. Moi, j'y crois. Et la paix est vraiment essentielle, parce que sans paix, qui voudra venir investir autant de milliards sur une terre où on sait qu'il y a des bruits de bottes? Et ça dure pendant 3 décennies. Je pense que l'heure est venue pour que nous puissions faire la paix. Et Kagame, ça c'est davantage révéler que le chef de l'État congolais a raison. Je reste sur ma soif. Ma question. Votre question est, justement, est-ce que les moments s'y prêtent pour que nous allions à cette conclusion-là? Oui, je pense. Mais encore faut-il que Kagame, qui est en face de nous, puisse transcender ces niveaux pour qu'on finalement on aille vers la paix de bras, afin que nous allions vers cette concrétisation. J'y crois. Éric Izami, moi et toi, nous étions il y a quelques jours au briefing avec le ministre Patrick Mouyaya, qui parlait justement sur la cohérence du discours de Kinshasa par rapport à tous ces événements, que ce soit Doha, Washington et tout. Le ministre de la Communication a dit que, et nous le savons tous en tant que journalistes, que le décor qui est aujourd'hui au niveau de l'Est, ce n'est pas un décor qui présage la paix. C'est justement ce qui fait que le président de la République, on n'a pas signé cet accord d'intégration économique avec le Rwanda. Parce qu'on a ça risque de déranger l'accord. Justement, d'abord, il y a un lien à faire. La paix, avant tout. Avant de faire les affaires. Ça a été la ligne tracée par le président de la République, par Kinshasa, et c'est ce qu'on exige aujourd'hui. Cette main tendue, c'est quoi? C'est pour que nous puissions d'abord avoir la paix avant de faire les affaires. Mais jamais on fera les affaires et puis la paix après. Non. Donc, le moment sera propice quand le Rwanda va se plier aux exigences de paix avec la RDC pour que nous puissions maintenant normaliser nos relations économiques et signer cet accord d'intégration. C'est là où j'en viens à dire, s'il vous plaît, Chungu, que le chef de l'État a montré aux autres partenaires que voici que moi je suis prêt pour faire la paix, afin que vous puissiez venir investir. Mais seul, monsieur, mon frère qui est en face de moi, avec lequel on peut vite aller à cette paix-là pour concrétiser tout ce dont nous parlons ici, mais que lui refuse. Très bien. Quand on dit le Rwanda ne voudrait pas, le Rwanda, c'est qui ne veut pas? C'est Paul Kagame. Il a lui aussi une part de responsabilité énorme. Parce que, imaginez un peu, si aujourd'hui il dit, bon, je vais vers cette paix-là, mais nous tous, nous allons gagner. Vous évoquez le changement de narratif, je rebondis dessus, pour évoquer aussi tout ce front engagé par le gouvernement de la RDC. On a vu le front diplomatique, le front militaire, judiciaire, économique, et même le reste. Aujourd'hui, le regard du monde a changé envers l'appréciation et même l'analyse autour de la situation qui prévaut dans l'Est de la RDC.
Est-il encore nécessaire, la question je la pose à vous, je suis bienvenu, est-il encore nécessaire de continuer à accuser le Rwanda ou carrément passer à autre chose? Non, bien sûr. Parce que déjà, le regard du monde a changé. Doit-on continuer à accuser? Bien sûr qu'il faut continuer à enfoncer le clou. Il faut continuer à enfoncer le clou dans la mesure où le Rwanda continue à faire la guerre. Et le président, j'ai aimé la graduation du discours du président de la République. Il tend la main et il dit tout de suite, tout cela n'est possible que si mon frère là donne l'ordre. Il dit que nous sommes les seuls capables. Les mots ont été tellement pesés que la graduation de son discours a été compris par le Rwanda. Et surtout, principalement aussi par les médiateurs américains. Ce sont des messages, je crois que les deux destinataires de ces messages ont compris la quintessence de ce qui y était dit. Mais l'opinion congolaise comprend à sa manière, puisque l'opinion congolaise a d'autres attentes, notamment, et c'est ça, ce qui était la campagne de 2000. Elle n'était pas la cible. Non, elle n'était pas la cible de ce message, mais par contre, parce qu'elle est la première concernée, l'opinion congolaise attendait qu'on fasse la guerre et qu'on gagne la guerre contre le Rwanda. C'est ce que l'opinion congolaise attendait depuis les élections. Mais aujourd'hui, la guerre continue. On n'a pas encore perdu totalement la guerre. D'ailleurs, on a contenu l'avancée du Rwanda dans quelques localités dans le nord Kivu et le sud Kivu. Mais pour autant, la possibilité d'avoir demain un accord entre les deux pays, le président de la République est en train déjà de préparer les décors pour le Congo. Face à l'opinion internationale, le Congo est en position de force aujourd'hui. Grâce à cette petite déclaration anodine pour certaines personnes, faite par le président de la République, cette main tendue met la République démocratique du Congo en position de non-obstacle. Aujourd'hui, on ne peut pas considérer la RDC comme l'obstacle à la paix. Et celui qui est l'obstacle à la paix aujourd'hui, c'est le Rwanda. Et celui qui est obstacle à la paix est un obstacle. Est-ce que le Rwanda a été réceptif à ces discours du président? Moi, j'ai lu. Vous avez pu suivre le regard? Vous étiez sur place? J'ai lu le tweet du président Kagame. En tout cas, le Rwanda a été très réceptif. Et le Rwanda a compris le message que la République démocratique du Congo a adressé. La RDC l'a accusé devant les investisseurs d'être celui qui bloque la machine, voilà le terme qui convient, qui déstabilise la région où on peut avoir des bonnes affaires, des juteuses affaires. Et il suffit, pour les deux peuples, il suffit que mon frère devant moi là dise au M23 arrêtez, et puis on fait les affaires. Et vous vous rendez compte? Oui, une précision dans les éléments évoqués par Bienvenu Bakoumania, c'est qu'au niveau international, il y a une forme de faux semblant. Parce que pour la plupart des partenaires, le fait d'avoir signé l'accord de principe à Washington fait que les enjeux ont évolué. C'est d'ailleurs Trump s'est targue la poitrine d'avoir résolu un problème. Il était donc important de rappeler devant ces parterres d'invités que finalement, vous pouvez croire au fait qu'on a signé un accord de principe et qu'on est passé à autre chose, mais en réalité, on est dans les statu quo. Et que vous voulez parler, on ne peut pas parler de l'intégration économique régionale sans parler de paix. C'est inadmissible. Et donc, il y avait nécessité de pouvoir le rappeler là-bas pour se rendre compte que finalement, on n'a pas encore résolu le gros de problème et on n'est pas prêt à aller bien plus au-delà sans pour autant qu'on commence par... J'aimerais qu'on commente aussi, Amédée Moirabou, puisque vous demandez la parole, on commente également la démarche de Washington. Quelles sont les retombées après autant de temps? Oui, d'abord, je voudrais... Ce silence, langage inquiète aussi. Ça devrait, je paraphrase, je renchéris, ça devrait en principe changer la coloration des choses. D'abord, je voudrais signaler qu'en fait, il y a eu aussi, par rapport à cet épisode de Bruxelles, il y a eu aussi de la manipulation, parce que les choses telles qu'elles ont été présentées dans les réseaux sociaux, dans certains médias, c'est comme si le président Kagame a parlé après le président de la République, Félix Tshisekedi. Oui. Alors que non, c'est Kagame qui a parlé en premier. C'est une désinformation. C'est une désinformation. C'est fait à dessein. Entretenu, c'était fait à dessein. C'est fait à dessein et même relayé par certains des journalistes congolais pour manipuler l'opinion. En défaveur de la République. Voilà, insérant même dans les discours de Paul Kagame qu'il a parlé des conneries, alors que
Ils ont tronqué, Ces mots-là n'apparaissent pas. la traduction. Il n'en a pas Ces parlé. mots-là Donc n'apparaissent il faut relever aussi cette manipulation qu'il y a eu de l'opinion publique pour... voilà. C'est congolais. Voilà. Certains joueurs- Malheureusement. malheureusement. Je parle de Washington. Voilà. Mais pour La Washington, démarche de Washington devait Pour changer la Washington, donne aussi. pour Washington, d'ailleurs, selon des sources bien informées, en tout cas, avant la fin de ces mois, je pense qu'il pourrait y avoir la signature de ce mécanisme. Y a-t-il déjà de des cette- signaux qui s'observent depuis que la voix Washington a été abordée? Je n'arrête pas de vous Ouais, dire ouais. ici que cette main tendue, c'est un signal fort qui aura signature. Je n'arrête pas de le dire. La main tendue du président de la République, c'est pour justement préparer l'opinion internationale et l'opinion congolaise à la signature de cet accord avec le Rwanda. C'est aussi une manière de pousser le Rwanda vers la paix pour qu'on fasse les affaires. Très bien. Et justement, Chungu, il ne faut pas oublier une chose, monsieur Bienvenu Bakoumania. Dans notre opinion, on sait aussi que la grande puissance a la capacité de faire, parfois de refuser de faire, et même au-delà, Et même de faire faire. d'empêcher de faire et faire faire. Alors, je ne vois pas les États-Unis vouloir jeter en pâture son honneur que de vouloir rester là, grand, avec tout ce qui s'est passé, Poutine à gauche, etc. Moi, je crois qu'in fine, nous finirons par signer. Mais aussi, nous martelons parce que, en tout cas, là, le monde entier a vu encore davantage que celui-là, c'est Paul Kagame qui bloque, et à lui de débloquer. S'il aime son peuple. Parce qu'après, il ne vivra pas longtemps, toute la vie. Hein. Gardidiana. Akuna Mile, ça va un jour. Moi, je ne suis pas très partisan de l'idée de faire agir de... Ah, mais ils sont super communauté puissants internationale. aussi. Hein. Vous savez, la vérité, c'est que dans ce contexte ici, quand vous regardez la situation, moi, je regarde l'attitude. Vous verrez que Boulos semble perdre un peu de son jus dans ce jeu de rapport. Pourtant, il était tout feu, tout flamme au départ. Je pense que la main tendue du chef de l'État... Il a été endoctriné par Kigali. Je vais en arriver. Je pense que la main tendue du chef de l'État Auquel cas, il sera vomi dans l'opinion est chez une lui. stratégie diplomatique dans la mesure où Kinshasa venait de refuser de signer l'accord d'intégration régionale, ce qui pourrait Exigeant la être paix. utilisé stratégiquement par le Rwanda pour le présenter comme l'obstacle à l'évolution. Donc il prouve au monde que je garde ma main tendue, même si je ne veux pas accepter n'importe quoi, mais je reste disposé. Ça veut dire que renégocions les termes de choses pour qu'on trouve une paix durable. Mais dans le fond, là où je pense que Kinshasa doit faire beaucoup très attention, c'est que Kagame, ayant compris qu'il a perdu une bataille au niveau de la zone euro surtout, aujourd'hui, la grande diplomatie du Rwanda, le Rwanda s'est concentré sur l'opinion américaine. Il sait que la politique extérieure des États-Unis est très prépondérante dans l'opinion, mais également dans les orientations des politiques publiques. La preuve, c'est que vous verrez, ils ont réussi à monter un groupe des députés démocrates qui aujourd'hui constituent une contre-force. C'est eux qui ont conduit à la décision du Trésor américain de sanctionner la mine de Roubaïa. Il y a une véritable contre-force au niveau de l'opinion. C'est là où se joue la bataille parce que Kagame, ayant compris que Kinshasa est parti sur ce qu'on appelle la convenance power, utiliser la puissance des États-Unis qui a la main mise sur la RDC et le Rwanda pour concilier les deux. Aujourd'hui, il a compris que le côté Trump, on a des avantages concurrentiels, mais dans l'establishment, les démocrates gardent encore la main. C'est-à-dire que ce n'est pas à nous de pouvoir dormir maintenant. Et cette bataille-là est encore longue et je pense que Kinshasa doit aussi faire un focus sur la politique américaine dans son lobbying. Et je crois que pour moi, c'est la prochaine destination. Si on veut réussir à accompagner ce travail-là, il y a un grand travail à faire à ces niveaux-là parce qu'aujourd'hui, Washington, au-delà du biceps qu'ils ont sorti pour contraindre le Rwanda à arriver autour d'une table, aujourd'hui, les sanctions n'ont presque pas fait fléchir le Rwanda et l'interventionnisme que le Congolais attend généralement, que les États-Unis arrivent, n'est pas possible maintenant. Entre-temps, Et je crois que c'est à nous de pouvoir ne pas faire mentir les États-Unis par nos postures et par le choix qu'on va opérer dans notre stratégie. Entre-temps, à Kinshasa, l'actualité reste dominée par la baisse du taux de dollar. Ah ben oui, l'appréciation du franc congolais, c'est notre deuxième thématique, nous allons la prendre. Ici, beaucoup parlent d'une appréciation trompe-l'œil, d'autant que l'impact ne se fait pas encore ressentir sur notamment le prix de biens et services. Votre réaction? Bienvenue, Bakoumania. L'impact se fait ressentir. Aujourd'hui, les étiquettes sont en train, Timidement. les étiquettes sont en train de bouger, Oui. timidement, simplement parce que les opérateurs économiques vendent au prix des remplacements de stock. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que lorsqu'il il fixe son prix de vente, il tient compte du prix de rachat. Comment est-ce qu'il va renouveler son stock?
Donc s'il avait utilisé $100 pour s'acheter 10 kilos d'impiodi, il va vendre en fonction de ces $100 pour que demain, il puisse renouveler le stock. C'est pourquoi les prix sont en train de stagner. Et résister. Les prix sont en train de stagner, de résister. Je te concède le terme, parce que de plus en plus, le poids de cette appréciation du franc congolais est tel que les opérateurs économiques sont obligés de revoir les étiquettes. Mais aujourd'hui, ce matin, il y a des gens qui ont acheté, je ne vais pas trahir les secrets des coulisses, il y a des gens qui ont acheté des boîtes de lait ce matin à un prix réduit. Ils sont tout autour de cette table. Je sais suivre votre regard. Et moi-même... je le suis bien. Et moi-même, depuis vendredi, le carburant a connu 300 francs de moins. De moins. Ouais. Mais malheureusement, les opérateurs de pétroliers sont en train de manœuvrer de la rétention des stocks, etc., de rationner les stocks, ce qui est inadmissible. Mais aussi... Ce qui n'est pas une bonne chose. C'est pas du tout une bonne chose, dans la mesure où, lorsque les prix baissent, vous baissez aussi avec les prix. Vous devez suivre la tendance. Cette baisse n'est pas spéculative. C'est ce qui est intéressant dans ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, parce que la Banque centrale a touché des leviers, des outils en sa possession, notamment les réserves, comment est-ce qu'on appelle encore ça? Les réserves obligatoires des banques commerciales en francs congolais, et aussi l'injection de 50 millions de dollars pour éponger 400 milliards de francs congolais qui étaient de trop en circulation sur le marché. Et il y a eu également le côté gouvernemental, la fiscalité qui a joué. On a mis comme ça, je crois, on a retiré de la circulation comme ça 1200 milliards de francs congolais en termes de paiement d'impôts. C'est 1,6 milliard, non, 1,6 milliard de francs congolais retirés du marché d'échange. Ben dites-vous que c'était inévitable, c'était fatal que les taux puissent baisser. Maintenant, le vrai problème aujourd'hui, et je vais chuter par là, le vrai problème aujourd'hui, c'est comment maintenir cette tendance. Et la Banque centrale a comme mission de maintenir la tendance des prix. Il faut maintenir des prix, puisque là, la fluctuation est telle que on a des taux de 26, on a des taux de 20. La différence. C'est déjà quoi le taux officiel ce matin? On est 2339 francs congolais pour $1. Bah, vous vous rendez compte? Donc, quand on a. Mais sur le marché parallèle, ça s'échange à 26. À 20 000. À 2000 depuis hier la nuit. À 2000. 21 000. $1 à 2000. À 2000 depuis la nuit. Et ça, c'est spéculatif. Le vrai taux, c'est 23 500, c'est autour de 24 par là. C'est ça le vrai taux. C'est ce taux-là, c'est le taux réel. Et le travail de la Banque centrale, et ça, j'interpelle André Ouamesso, et j'ai l'impression qu'il nous a suivis dans nos émissions précédentes, qu'il faut puiser dans les réserves internationales pour financer, pour calmer le marché. Certaines techniques qu'on a proposées dans cette émission, j'ai vu qu'ils les ont utilisées, et le gouvernement et la Banque centrale. Et je suis d'avis que pour stabiliser la situation actuelle, il faut directement commencer à financer la production. Il y a des gens qui pensent, en consultant le passé, que c'est trop beau pour être vrai. Évidemment, c'est trop beau pour être vrai. Moi, je ne vais pas trop jubiler. C'est vrai, on remarque sur le terrain qu'il y a baisse de certains prix. Ça fait une semaine que ça baisse, ça continue à baisser. Mais moi-même, je sais que dernièrement, je payais l'abonnement d'un bouquet, c'était au même prix en dollars. Mais je sais qu'en francs congolais, le prix a diminué. Mais en dollars, ça reste le même prix. En fait, nous sommes la réalité est que c'est vrai, il y a baisse de certains produits, mais il y a aussi, surtout même, rééquilibrage des prix par rapport à la valeur exacte du dollar sur le marché. N'oubliez pas que nous sommes une économie fortement dollarisée. Alors, ça veut dire quoi une économie fortement dollarisée? Ça veut dire que la valeur de biens et services est d'abord évaluée en dollars américains. Au cours de la semaine ici, parce que j'ai cassé mon téléphone, que j'ai acheté il y a 6 mois, je suis allé dans le magasin pour racheter le même téléphone. Non, lui-même, c'est pas les enfants. Gardi ne me perturbe pas. Donc, comme j'ai cassé mon téléphone, je devais renouveler. Je l'ai acheté, c'est un petit prix, $95.
j'ai effectivement retrouvé le même téléphone que j'ai acheté à 95 $, mais j'ai regardé, j'ai jeté un coup d'œil sur l'étiquette qui était affichée, le prix en francs congolais n'a pas bougé. Et ça, c'est ça la réalité. C'est-à-dire que les opérateurs économiques, parce qu'ils doivent jouer à la prudence, ils ne peuvent pas, parce qu'ils ne peuvent pas suivre la tendance de la Banque centrale pour baisser directement leurs marchandises. Ils gardent le prix en francs congolais tel qu'il était avant que les dollars baissent. Mais vous venez avec 95 $, vous avez le téléphone, mais pour l'avoir en francs congolais, il faut payer 280 000 francs congolais. Et quand vous calculez le 280 000 francs congolais en dollars actuels, vous verrez que c'est 120 $, 125 $. Donc ça, c'est une réalité. En fait, il y a un danger quand même. Il faut impliquer l'œil du ministère de l'économie. Pas seulement le ministère de l'économie. Il faut une bonne coordination et de la politique monétaire et de la politique budgétaire pour que nous ne puissions pas aller dans un mur. Parce que remarquez, il y a de moins en moins de francs congolais en circulation. Et quand le franc congolais, la monnaie n'est pas en circulation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a ralentissement des affaires. Quand il y a ralentissement des affaires, ça veut dire que les opérateurs économiques ne font pas beaucoup de recettes, ils ne vont pas faire des gros chiffres d'affaires, et quand il ne fait pas un gros chiffre d'affaires, il va payer moins de taxes et impôts à l'État. Et quand il paye moins de taxes et impôts à l'État, ça veut dire que les recettes du budget vont s'amenuiser aussi. C'est ça aussi les dangers. Ça dérange l'assiette fiscale. Je donne un exemple simple. Une entreprise minière, eux, ils extraient et ils vendent à l'extérieur. Il a fait, disons, 1 milliard de dollars de bénéfices en 2024. Et il a payé 30% du bénéfice, donc 300 millions de dollars. Et comme il doit payer cet impôt-là en francs congolais, il a payé au taux de 2850. Là, on est en 2024, ok? Vous verrez que ça donne un certain montant de la valeur de la monnaie des dollars, mais à 2850 $. Cette année, la même entreprise fait le même bénéfice, 1 milliard, et il doit payer 300 millions de dollars à l'État. Et il convertit ça en francs congolais pour payer au fisc. Vous voyez que le montant va baisser. C'est ça le danger pour que les gouvernements puissent actionner les mesures structurelles dont a parlé le président de la République au cours du Conseil des ministres du 10 octobre. Il a interpellé le gouvernement pour leur dire qu'il faut des approches innovantes et structurées pour que nous puissions arriver à une stabilité du franc congolais de manière durable. Et ça, Bienvenu l'a dit, il faut exactement financer et stimuler la production locale. Il faut donner des crédits aux PME pour stimuler la croissance. Parce que sinon, si on ne fait rien, si on se contente seulement de rafler tous les francs congolais qui sont dans les banques commerciales, ce qui adviendrait, c'est que, je l'ai dit, c'est-à-dire qu'on ralentit l'économie, il y aura moins de croissance, il y aura moins de recettes, et les entreprises ne vont même pas, le mouvement ne s'y prêterait pas pour qu'ils fassent des investissements. Vous voyez, c'est tous ces risques-là que le gouvernement et la Banque centrale devraient peser pour faire en sorte que, pour faire perdurer cette appréciation du franc congolais. Sinon, on risque d'aller droit vers le mur. En quoi est-ce que cette mesure soulage la population? Parce que quand on suit un peu la manière dont le gouvernement présente ce prouesse en se bombant le torse, et on compare avec ce que dit Amédée Marabout, il y a de quoi se réjouir, mais en même temps un danger qu'il faut alerter. Alors, en quoi est-ce que la population est soulagée? Puisque ça ne se ressent pas déjà dans la baisse des prix, de première nécessité notamment, de produits. Merci pour la question. Permettez-moi de soulever encore un élément d'exception qui n'a rien à voir avec l'influence du marché qu'évoquait par Amédée, par exemple le secteur minier. En gros, un opérateur n'aura rien perdu dans son marché, c'est plutôt l'État qui perdra sans beaucoup d'efforts. Lui continue à faire des bénéfices comme il se doit, mais c'est plutôt dans la rétrocession de ce qu'il doit à l'État en termes de taxes et redevances. C'est là où l'État perd volontairement. Et ça, c'est justement l'influence, la faiblesse de cette économie très dollarisée. Vous parlez de la question, qu'est-ce que la population gagne dans ce contexte-là? Je vais vous prendre un exemple. Je choisis un fonctionnaire de l'État, par exemple, qui avait 400 000 francs congolais de salaire et devrait acheter son dollar pour payer son loyer et autres. Ça voudrait dire qu'il lui fallait au moins 300 000 francs pour pouvoir acheter un billet de 100 $. C'est-à-dire que la marge était de 100.
aujourd'hui il achète à moins, c'est-à-dire lui, là, son pouvoir d'achat s'accroît. Mais en termes de proportion, que représentent les agents publics de l'État dans la grande marmite du secteur de l'emploi? Vous verrez. Et la plupart de gens, la plupart d'entre nous, la grande difficulté aujourd'hui, c'est que, en termes de réserve, la confiance qu'on a, c'est le dollar américain. Exactement. Et donc, si le pouvoir, le produit, ne sait pas suivre la cadence, on se retrouve finalement avec une population qui est en perte de pouvoir d'achat. Et je crois que c'est tout à fait logique, par principe d'économie, que la rigidité du prix à la baisse. Aujourd'hui, il a fallu que les opérateurs entrent dans une sorte de confiance pour pouvoir savoir si effectivement cette baisse était cette dépréciation du dollar est dans la durée, pour pouvoir leur permettre d'émettre des garanties. Et je crois qu'aujourd'hui, par les éléments qu'on a évoqués ici, la preuve c'est qu'on s'est rendu compte finalement, c'est quand même une politique mise en place. Ce n'est pas un effet, je dirais, abstrait, mais il y a eu une politique mise en place par la Banque centrale pour pouvoir réguler les problèmes à ces niveaux-là. Même si ça reste quand même artificiel parce que les éléments ayant conduit à ce contexte sont des éléments d'ordre conjoncturel. Les paiements de... Il ne faut pas dire artificiel, peut-être conjoncturel, Conjoncturel, oui, mais pas artificiel. Je sais que le mot va te déranger, mais vous savez pourquoi je préfère utiliser le mot artificiel? Parce que la solidité, le caractère structurel de cette mesure ne peut arriver que le jour où on sait répondre au niveau de la production. Ça voudrait dire aujourd'hui, pourquoi je pense que c'est artificiel, c'est-à-dire qu'on contraint la Banque centrale généralement à utiliser, à faire recours aux réserves pour pouvoir arbitrer régulièrement donc, comme sur tu ces marchés pour on maintenir. pourra revoir, l'histoire s'est répétée. Si on ne, En cas, on ne garantit pas la productivité, je peux comme vous le en dites. cas d'un choc violent sur le plan exogène, que nous subissons aussi un coup violent. C'est ça ma plus grande peur. Mais je crois qu'aujourd'hui, avec ce qu'on a, la Banque centrale a quand même toutes les possibilités pour pouvoir gérer cette histoire pendant un long moment. Mais je crois que dans la durée, pour des raisons de pragmatisme, de manière structurelle et efficace, c'est qu'il faut qu'on crée un capital productif pour aller vers la production. Ça, c'est la phrase d'Éric. C'est inconcevable que nous importions de la tomate. Avec sa logique de 3 pays. Avec sa logique de 3 pays. C'est anormal. Oui, je pense encore une fois de plus, aujourd'hui, ce n'est pas un coup de baguette magique. Ça dit, c'est une politique savamment réfléchie. Et c'est là où on s'allie quand même l'intelligence d'André Ouamé sur ces niveaux-là. Maintenant, il faudra lui permettre... Il n'est pas le seul. Hein. C'est une Depuis un temps, on constate un ping-pong. Il s'est ravi un peu la vedette. En fait, ça me permet... La question c'est qu'on dit, pour André Ouamé, c'est le gouvernement. Mais le ministre de l'économie tire les draps de son côté. Ça, c'est leur problème. Ça me permet quand même de rebondir avec une question précision qui doit venir de vous. Qui de deux doit activer les leviers pour garantir justement l'impact direct de cette mesure sur notamment le prix des biens et services? Je crois que chacun et quels a son sont les rôle. leviers à activer? Je crois que chacun a son rôle. Au niveau du gouvernement, ils gèrent l'État au quotidien. Et au niveau de la Banque centrale, l'Institut des missions, et aussi, ils ont leur mission. Je crois que le mal chez nous, c'est qu'on ne sait pas reconnaître le bienfait de l'autre. Je donne ici l'exemple de Jésus et Jean. Jean, il dit, celui qui vient là, je ne suis même pas capable de pouvoir délier ses sandales. Mais l'autre, il reconnaît aussi le bienfait de l'autre. Je crois que nous tous, nous ça devrait être complémentaire. Oui, ils sont complémentaires. Ici, il ne faut pas se lancer des balles comme pour vouloir dire que c'est moi ou rien. Non. C'est vous qui voulez créer la polémique. On a parlé de la Banque centrale dans sa politique. Vous voulez qu'on mélange les leviers doivent être être activés par... Au niveau du gouvernement déjà, pour que l'on sache comment engager les dépenses au niveau du budget, comment aller ordonnancer au niveau de finances, comment des questions au niveau de la Banque centrale. Et justement, c'est cela. Très bien. Alors, mais par rapport au levier, on ne cesse de le dire. En fait, si vous, le variable qui contribue à la croissance d'une économie, on les connaît. Il y a d'abord la consommation des ménages. C'est-à-dire que si les ménages ils ont suffisamment de moyens, ils consomment. Et quand ils consomment, les entreprises ils font des bénéfices, ils produisent et ainsi de suite. Voilà. Donc, la première variable, c'est faire en sorte que le ménage puisse avoir suffisamment de revenus. Et deuxième variable, quoi exactement? En créant de nouveaux emplois, justement. Ouais. Oui, le revenu, résulte d'un emploi. C'est là qu'il faut créer, c'est-à-dire il faut créer des emplois. Puisque quand vous créez les emplois, les travailleurs, ils ont des revenus, ils vont consommer, les entreprises vont enregistrer de bénéfices, ils vont payer plus à l'État, et ainsi de suite. Donc, vous le sentez être activé, ces piliers-là? Voilà. Donc, création de l'emploi, est-ce que vous le sentez activé?
On y va, Chrétiendo. Non. Création de l'emploi, c'est le pilier. C'est timidement. Ouais. Et vous savez pourquoi? Et ça, peut-être Il avait il faudrait resté. que je l'évoque. Vous savez pourquoi? Vous avez une banque centrale qui applique une politique monétaire restrictive. Et vous avez le gouvernement qui applique une politique budgétaire resserrée. Resserrée, ça veut dire quoi? Resserrée, ça veut dire qu'on ne cherche pas à beaucoup dépenser, on garde les moyens, on ne paye pas certaines dépenses parce qu'on évite qu'il y ait inflation sur les marchés. Alors, quand on a une banque centrale qui a une politique monétaire restrictive et un gouvernement avec une politique budgétaire aussi restrictive, on ne peut pas émerger économiquement. Donc il faudrait que les gouvernements et la banque centrale, qu'ils se déploient, qu'ils se jettent dans l'eau pour créer une politique monétaire expansive et une politique budgétaire expansive. Ça veut dire quoi? Tel que ça a été dit et voté, par exemple, dans le budget, qu'on devrait avoir 48% du budget dépensé dans les infrastructures, dans les investissements publics. C'est ça qui peut créer la croissance. Parce que s'il y a la croissance, mais c'est là que l'État va encore tirer beaucoup plus de dividendes et augmenter son budget. Donc c'est tout ça. Donc, moi, je dis... C'était le premier levier. Le deuxième? Donc, le premier, je disais que le ménage. Le deuxième, ce sont les entreprises, parce que c'est eux qui créent de la croissance et la richesse. Troisième levier, ce sont les dépenses d'investissement. Commenter chaque levier, les entreprises, qu'est-ce qui doit être fait? Les entreprises, justement, quand ils ont des carnets de commandes bien remplis, qu'est-ce qu'ils font? Ils engagent des travailleurs. Ils investissent dans l'outil. Donc, ils multiplient, ils augmentent la production. Et quand ils augmentent la production, ça influe sur la croissance. Le troisième levier dont je parlais, c'est le dépense publique d'investissement. Aujourd'hui, si le gouvernement décide, par exemple, je l'ai dit dans ma dernière tribune, les 10 projets à réaliser pour sauver le mandat de Félix Tshisekedi. Je l'ai dit, il est possible de prendre 2 milliards de dollars dans les réserves de change, d'injecter ça dans les services nationaux, employer, enrôler 1 million de jeunes dans ces services-là, les dupliquer dans toutes les provinces et on va augmenter sensiblement... Le manque à gagner avec le carburant. On va augmenter sensiblement la production nationale et quand nous produisons sur place, puisque tenez-vous bien, chaque fois que nous prenons les dollars pour acheter à l'international ce que nous devons consommer, ça veut dire que nous apprécions les dollars et nous déprécions le franc congolais. Si nous produisons sur place ce que nous devons consommer, c'est la meilleure façon d'apprécier le franc congolais durablement. Et voilà. Troisième levier. C'est ça, les dépenses d'investissement. Le quatrième levier, c'est les exportations nettes. Voilà. Très bien. Bienvenue, Bakou. Puis on exporte. Il y a un commentaire ici. Non, moi c'est plutôt revenir sur ce qui était important de dire en ce moment-là, en quoi la population est bénéficiaire de toutes ces mesures de stabilisation. Gardi l'a ressorti avec ce mot. Écoutez, moi je suis d'avis qu'aujourd'hui, celui qui détient le franc congolais est devenu riche. Roi. Ça, il est regardé. Et donc le fonctionnaire de droit. Ils se sont payés en franc congolais. Un fonctionnaire continue à boire ses 4 bières, contrairement à celui qui prenait 10 dollars. Voilà. Pour l'achat de carburant. Pour le Congolais, c'est rare qu'on ait enregistré une situation pareille. Et donc, quand on enregistre une situation d'embellie, comme on est en train d'enregistrer aujourd'hui, et que tout le monde est fier de détenir ses francs congolais dans la poche, Monampo, qui avait perdu de sa révalorisation du franc congolais. C'est intéressant. Et la parole bien publicitaire, c'est que le gouverneur de la Banque centrale a dit dans sa dernière sortie médiatique qu'il veut travailler pour renforcer la confiance des Congolais dans le franc congolais et faire en sorte que le peuple congolais soit fier de leur monnaie. Voilà. Alors, mais il faut du travail. C'est là que je vais encore aller de manière pédagogique sur ce que Amédée a développé tout à l'heure. C'est de dire que, et même Gardi l'a dit également, le fonctionnaire qui avait 400 000 francs congolais, il s'est doublement enrichi avec cette embellie. Il a 200 $ aujourd'hui. Son revenu a doublé de valeur. C'est ça pour un fonctionnaire. Si il achetait... Pas pour un simple Congolais qui ne travaille pas un chômeur. On prend ceux qui sont dans le formel, les fonctionnaires, parce que leur salaire ne va pas changer. Leur salaire va rester
stable et cette valeur-là a doublé. Donc, à la fin de ce mois d'octobre, quand ils vont toucher leur salaire, c'est pratiquement le double de ce qu'il avait à la fin du mois de septembre. Parce qu'il aura la capacité d'acheter, s'il achetait régulièrement 2 pains le matin, il va en acheter 4. Il aura la possibilité d'en acheter 4. Et s'il avait une maison de $100, maintenant, il a la possibilité d'aller dans une maison de $200. Donc, on veut dire que l'activité économique, parce que les ménages vont avoir un peu de moyens, l'activité économique va prendre de l'ampleur. Et les entreprises de production vont commencer à produire un peu plus, à investir dans les outils de production. Et ce qu'on n'a pas dit ici, les taux directeurs ont aussi baissé. De 17,5 25 à 17,5%. 7,5% de baisse des taux directeurs, ça permet aux banques commerciales de prêter aux ménages. Ça permet aux banques commerciales qui prêtent aux ménages au taux de 34%, un taux usurier de 34%. Aujourd'hui, ça peut baisser à 24% par exemple. Et ça permet aussi aux banques commerciales de prêter de l'argent à l'économie, de financer la production de l'économie. Donc, in fine, cette appréciation, cet affermissement du franc congolais va permettre à ce que nous puissions augmenter la production. Et si on prend les bonnes décisions, notamment comme Amédée a proposé pour le service national, si on prend les bonnes décisions dans la production, particulièrement agricole, il y a moyen, et dans la production agricole et dans les infrastructures, il y a moyen de soulager, de doubler rapidement en 5 ans, de doubler notre produit intérieur brut. Et même doubler le budget, comme l'a dit Adolphe Mouzeto. Ouais. C'est vrai que Bienvenu Bakoumani est revenu sur le deuxième point que je voulais apporter, notamment sur la baisse du taux directeur, qui aujourd'hui permettra une fréquentation du guichet de refinancement de la Banque centrale. Mais c'est là où, puisqu'on voulait que je parle du gouvernement, là où il y a une passerelle avec la politique de la Banque centrale, c'est que le gouvernement doit faire un effort maintenant dans la qualité de ses dépenses. Pourquoi ? Parce que la crainte aujourd'hui, c'est qu'on a parlé de la sérialisation de fonds, notamment avec les réserves, qui ne foutaient rien, alors qu'on pouvait investir avec dans différents secteurs. Mais la crainte, c'est que si à ces niveaux-là, les ajustements ne se font pas convenablement, on nous met dans une situation telle que, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans cet esprit des conjonctures, dans le contexte, la banque sera obligée régulièrement d'utiliser ses réserves pour pouvoir intervenir régulièrement sur le marché pour une forme de stabilité. Et dans ces contextes, la seule possibilité, je l'ai dit toujours, il faut apprendre à créer un capital productif et qu'il faut qu'on soit sérieux dans les dépenses d'investissement. Parce que dans la durée, si on continue à être un marché assez dépendant, on reviendra un jour sur ces plateaux pour y dire exactement les mêmes histoires, pour y dire les mêmes choses, on n'aura pas avancé. Donc je crois qu'à un moment donné, le gouvernement de ce côté-là, espérons qu'on aura des garanties que dans les dépenses exceptionnelles, cette fois-ci, on ira Très un bien. peu plus. Alors, on va devoir prendre la dernière partie, qui n'est rien d'autre que le commentaire de la caricature qui s'affiche déjà. Ah bah oui, derrière moi. Nous avons suffisamment eu du temps pour commenter ces 2 sujets d'actualité. Commentons également cette caricature qui s'affiche et on se voit. La main tendue, ça nous renvoie à notre premier sujet. Et une silhouette qui ressemble, je ne sais à qui, vous aurez à le dire. Moi, je ne veux faire que la lecture. Vous allez vous-même deviner. Il y a un monsieur en veste rouge. Dans la sémiotique, je me dis ce que ça représente exactement, la couleur rouge. Il y a le sacrifice, il y a voilà tout ce qu'il y a pour après. Et donc, le monsieur qui tend la main et il y a l'autre qui garde quand même ses mains croisées derrière le dos. On ne peut pas abolir la guerre. On ne peut qu'abolir la guerre par la guerre. Et ensuite, il renchérit, déjà fatigué, c'est une question. Alors, je commence par qui? Par vous. Est-ce que vous étiez la dernière personne à prendre la parole? Oui, justement. Il s'agit du président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui se trouve être devant Paul Kagame. Vous le reconnaissez quand même? Oui. Je constate seulement que le président Tshisekedi agit. On a dit ici qu'il était dans la cohérence que de vouloir demander la paix, parce que la paix, c'est la condition sine qua non pour produire notre pain et puis aller vers le progrès. Mais il ne parle pas, il agit. Il s'ouvre à l'autre. Mais que lui qui parle montre à la face du monde que c'est lui qui refuse, c'est lui qui bloque la machine. En effet, il dit, il reste belliqueux dans son langage, on ne peut abolir la guerre
que par la guerre. Donc, lui, il aime le sang, surtout qu'il est habillé en rouge. Ben, ils sont tous habillés en rouge. Oui, mais le rouge, Il y a un qui fait... le rouge de ses côtés. Ouais, là, c'est le sacrifice, Ouais, et l'autre côté, c'est le sang. Là-bas, c'est l'engagement. L'engagement à vouloir aller vers la paix. Ici, c'est vouloir les sangs des autres. Et puis, il dit, fatigué, c'est-à-dire, non, il veut bien camper sur sa position que de vouloir toujours qu'il y ait le sang et tout ça. Pourvu que C'est ça lui qui dure. bloque. Ah ouais. Donc, c'est David lui qui Diana. bloque. Ben, moi, c'est une caricature qui symbolise la résistance du Rwanda à la dynamique de paix. C'est-à-dire que l'homme n'en veut pas pour des raisons, je crois que certainement des agendas cachés. Et de l'autre côté, il y a eu une évolution, ou encore pas une évolution, parce que depuis toujours, je rappelle que quand il est arrivé au pouvoir, il est le premier à utiliser le soft power, à aller vers le Rwanda, parce qu'il croit au principe de la paix, comment on dit, de la paix de prospérité, où chaque collaboration, chaque partenariat engendre des intérêts et diminue sensiblement le risque de crise et de conflit. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et donc, encore une fois de plus, on va garder notre mal en patience, voir Paul Kagame assez conciliant et revenir au bon sentiment. C'est vous. Écoutez, moi plutôt, dans ce que je vois là, déjà fatigué, j'ai dit oui. Nous, Congolais, sommes fatigués d'être tués. Ah, ok. Ah oui, on est Vous répondez à la question des Kagame. On est fatigué des massacres, on est fatigué des tueries. Aujourd'hui, nous disons, nous voulons faire des affaires. Et nous faisons Mais des ces affaires. massacres ne resteront pas impunis. Oui, ça aussi, il faut le dire. Hein, on ne va pas faire des affaires avec ceux qui nous ont massacrés, ceux qui ont notre sang entre leurs mains. On ne va pas faire des affaires avec eux. Donc, c'est dire Il faut faire reconnaître d'abord ces massacres. C'est dire qu'aujourd'hui, la démarche menée par... lorsque la main est tendue et qu'il y a en face, on refuse, et lorsque demain les rapports des forces vont changer, est-ce qu'on s'imagine ce qui peut arriver? Est-ce qu'on s'imagine ce qui peut arriver lorsque les rapports des forces Il aura la réputation de Pétain. Voilà. Amédée Morabo. J'ai répondu sur... Il y a des chiffres derrière ça, non? Oui, il y a De des votre chiffres. fort, allez-y. Il y a des chiffres. Allez-y. Donnez-nous temps. Cette main tendue-là, en tout cas, ma conviction, et c'est ce que j'aimerais dire au président de la République, que ce soit la dernière main tendue. Nous en avons assez d'être tués. On en a marre que pendant 30 ans, un pays, un voisin pille nos richesses, tue nos populations, viole nos mamans, nos femmes. Ça doit s'arrêter. Et donc, c'est Et une cette dernière main tendue-là, opportunité. j'aimerais que ce soit la dernière main tendue. La RDC, je l'ai toujours dit ici, a vocation de grandeur. Nous sommes un grand pays, nous devons être grands. Et je disais que je rebondissais sur la dernière phrase que, effectivement, les rapports des forces vont changer. Et à ce moment-là, on aura déjà pris le monde à témoin. Voilà. Une remarque. Allez-y. Au niveau de l'accoutrement du chef de l'État congolais, ça me fait penser à Joël Kadendanga. Allez, on a fini cette émission. Merci ça de l'avoir suivi. Je suis en train Il y a que lui de dénoncer. Je suis en train, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, voilà, on a fini cette émission. Merci de l'avoir suivi et la suite c'est au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir et à très vite.